Real Madrid, Getafe, 15e journée de la Liga et retour au Santiago Bernabéu après la défaite à Anfield. Et j'ai envie de dire, Jota, soit on replonge dans la crise, soit on se relève, parce qu'il n'y aura pas d'entre-deux, je pense, après ce match face à Getafe. Dans tous les cas, il faut se reprendre. On restait sur deux bonnes performances, deux bons résultats et deux prestations plutôt satisfaisantes en tous les cas en Liga. Et ce match face à Liverpool a un peu fait retomber cette petite, ce petit regain de confiance. Donc forcément à domicile face à Getafe, même si ça reste un derby et que les équipes de Bordalas sont toujours compliquées à manœuvrer, le Real va devoir se rassurer autant collectivement qu'individuellement et va devoir évidemment faire le taf et prendre les 3 points. Hmm. Parlons de cette équipe de Getafe, justement, qui est 15e de la Liga, avec seulement 2 victoires au compteur, 10 buts marqués, 11 buts encaissés. C'est toujours aussi spectaculaire le football dans la banlieue sud de Madrid, hein. Ouais, les équipes de Bordalas, c'est un peu ça, mais c'est des équipes qui sont capables de faire chier tout le monde, tout simplement. 10 buts marqués, c'est la moins bonne attaque. 11 buts encaissés, c'est la deuxième meilleure défense à égalité avec l'équipe qui sera affrontée demain, c'est-à-dire nous. Donc voilà, c'est un coach assez conservateur, mais qui a un plan de jeu assez souvent bien ficelé. Il sait où il veut aller. Il sait très bien qu'avec ses forces en présence, bah voilà, Retafe doit d'abord assurer son maintien et ensuite voir s'il y a du mieux ou si la saison commence bien, bah, revoir ses objectifs. Mais l'objectif est le même à chaque début de saison. Et puis Retafe fait face cette saison à énormément de blessures. Il y a beaucoup de blessés à répétition, comme c'est le cas dans beaucoup de clubs et notamment au Real Madrid. On est bien placé pour le savoir, mais forcément Bordalas doit aussi coudre un petit peu et il n'a pas l'effectif du Real Madrid. Donc même s'ils sont 15e et qu'ils ont remporté que 2 petits matchs, ça reste un adversaire qui est, comme je l'ai dit, très difficile à manœuvrer et qui sera difficile à battre demain. Il y a Borja Mayoral, hein, qui joue à Getafe. On a aussi Alvaro Rodriguez, surtout lui, dont j'ai envie de te faire parler. T'as suivi un peu? J'ai vu qu'il a marqué son premier but, c'est pas la semaine dernière, mais en tout cas récemment, il a marqué son premier C'est but ça. avec Getafe. Ouais, il est plutôt assez souvent, assez régulièrement titulaire, en l'absence de Borja Mayoral, justement, qui est blessé. Alors après, on n'arrive pas à trouver la combinaison devant. On le voit, je crois que il y a aucun joueur de Getafe qui n'a mis 2 buts, qui a mis 2 buts cette saison. On a le petit Turc devant qui a mis un but, Borja Mayoral aussi qui a converti un penalty. On a un défenseur, enfin bref, voilà, 10 buts, on a vite fait le tour. Et alors Rodriguez a ouvert son compteur il y a peu. Donc voilà, 11 matchs, un but marqué, c'est pas dingue non plus, hein. C'est un jeune joueur qui n'a pas beaucoup d'expérience et qui, comme Latassa ou d'autres, passe par Retafe pour justement en accumuler et se développer un petit peu. Ça reste assez compliqué. C'est un joueur de surface, Alvaro Rodriguez. Il a des qualités, mais c'est pas quelqu'un qui va aider au collectif entre guillemets sans être méchant et du coup c'est pas quelqu'un qui va renforcer la présence et surtout la teneur en ballon de Retafe. Donc voilà, il est là pour convertir les actions, mais on le voit, Retafe marque pas beaucoup parce que Retafe ne se crée pas beaucoup d'occasions. Du coup, ça lui donne peu de protagonisme. Hmm. Le meilleur buteur à Getafe, c'est Aaron Barry. Quatre buts, 5 milieu de terrain. Euh, voilà. Avec Le... la coupe comprise. Oui, c'est toute compétition confondue. À noter que le Real Madrid a quand même gagné ses 5 derniers matchs face à Getafe, même si Carlo a bien précisé, notamment sur la conf de presse d'avant-match, que l'année dernière, on avait gagné de justesse face à cette équipe. Donc, match, ouais, toujours compliqué à négocier. Parlons du Real. La défaite à Anfield a fait mal, comme on le disait sur le débrief, même si, justement, comme on le disait, le fil rouge de la saison, ça reste la Liga, et donc il est crucial de bien négocier ce match, parce que bah, si tu gagnes, finalement, tout va bien, quoi, j'ai envie de dire. Il faut rester dans la course. On l'a vu, le Barça va perdre des points. Le Barça a lui aussi une compétition européenne à jouer. Et le Barça, je pense, nourrit beaucoup d'ambition en Ligue des Champions cette saison parce que je pense que c'est l'une des équipes les mieux armées pour aller au bout. Donc forcément, le Barça va laisser des points. Donc le Real a tout intérêt dans ce type de match à domicile face à un adversaire qui est pas très bien de prendre des points forcément et se rassurer évidemment. Carlo Ancelotti, il y a des choses dans sa conférence de presse qui me déplaisent. Où voilà, il minimise un petit peu les problèmes, mais il y a aussi des choses où il a raison. Tu le disais justement, il a de la bouteille, il sait aussi comment gérer une saison, il sait comment le Real Madrid agit.
Et il l'a dit, il vaut mieux se rendre compte des problèmes en novembre-décembre qu'en avril. Et c'est bête, mais c'est vrai. Finalement, le Real a quand même quelques mois pour pouvoir corriger, quelques semaines en tous les cas. Et même si on ne voit pas de progression, je suis le premier à tailler là-dessus et à dire que voilà, on voit pas de jeu, qu'il n'y a pas il y a pas d'axe de progression en vue, que collectivement ça va pas, qu'il y a des individualités qui sont en dessous de tout. Bah voilà, le Real est encore là, existe en Liga, là où tu vois par exemple en première ligue, bah City est déjà bien détaché de Liverpool, même si tous les retards se font. C'est pas notre cas, donc il y a encore une carte à jouer. Et je me dis que si le Real s'améliore, et j'espère que ce sera le cas, parce que bah on a quand même les joueurs pour et puis un entraîneur qui a de l'expérience, eh ben on a de quoi avoir de belles choses à l'issue de la saison. Donc j'ai envie d'appeler un peu au positivisme, même s'il y a rien, pratiquement il y a aucun élément sur lesquels se baser, si ce n'est l'expérience. On l'a tous déjà vu, le Real, bah, bien souvent, sous Ancelotti démarre timidement les saisons et puis les finit en trompe. Donc on va espérer ça. En tous les cas, oui, je suis d'accord avec toi. Sur ce match, il faut rester au coude à coude avec le Barça et forcément se rassurer dès demain. Le Barça qui joue dans 10 minutes, là, au moment où on tourne la vidéo. Donc, il y a de grandes chances pour que, au moment où vous regardez cette vidéo, vous connaissez déjà en plus le résultat du Barça. Mais qu'importe le résultat du Barça, il faut gagner pour au moins rester à la portée du Barça. Les absents pour ce match, donc c'est Vinicius, Camavinga, Tchouaméni, Militao, Carvajal et David Alaba. La bonne nouvelle de la journée, c'est que Rodrigo s'est entraîné normalement, il sera bien de retour, ça a été confirmé par Carlo Ancelotti. Est-ce que c'est pas aux Brésiliens finalement d'être le leader sans Vinicius? À l'heure actuelle, oui, forcément. Forcément, c'est presque incroyable de dire ça parce qu'on a eu l'impression, en tous les cas en début de saison, qu'il était boycotté par l'arrivée de Kylian Mbappé et que ce serait lui qui serait mis à mal. On l'avait dit avant qu'il se blesse, c'était certainement le joueur de devant, avant que Vinicius aussi commence à élever son niveau. C'était lui qui avait le mieux démarré. Donc oui, il va avoir de l'importance. On attend son retour parce que bah, on l'a vu, sans Vinicius, le Real a beaucoup de mal. Mbappé a énormément de mal. Il est pour le moment dans une sorte de crise individuelle et collective. Et du coup, bah, Rodrigo va devoir apporter voilà, ce surplus, cette chose, cette expérience qu'il a malgré son jeune âge. Et surtout du but, parce que le Real a besoin de marquer aussi. Et il sait faire parce qu'on se souvient très bien que l'année dernière, à la même période de l'année, Vinicius s'est blessé et Rodrigo, qui faisait pas du tout un bon début de saison, peut-être un but marqué, je crois, de août à octobre, s'est mis en route quand son compatriote s'est blessé. Et Rodrigo a porté le Real Madrid sur la période novembre-décembre d'année dernière. Donc il sait faire Et et rappelle-toi, excuse-moi, je te coupe, Tom, ce que je te disais, c'est que Rodrigo sans Vinicius, et évidemment, on veut pas les dissocier les deux, mais Rodrigo sans Vinicius est toujours très bon. J'ai l'impression qu'il est plus libéré, il se sent plus en confiance et il a besoin d'avoir un peu de protagonisme. Et je pense qu'il en aura parce il aura pas à ses côtés. Alors, je pense pas qu'il sera titulaire, mais il aura pas à ses côtés un Kylian Mbappé qui est en train de tout péter et qui a aussi cette aura comme la Vinicius. Et du coup, je pense qu'il peut bénéficier bah, de cette absence qui on l'espère sera pas longue de Vinicius, mais pour bah voilà engager encore plus de confiance et puis pourquoi pas comme on l'a dit marquer. Hmm. Point de conférence de presse, donc je l'ai dit, Rodrigo est de retour, confirmé par Carlo. Il a confirmé aussi, il a dit aussi que Tchouaméni sera de retour le prochain match, donc en milieu de semaine prochaine, on va à Bilbao, si je ne dis pas de bêtises. Mhm. Voilà, évidemment, beaucoup de questions autour de Mbappé. Voilà, en gros, il a dit qu'il avait confiance en Mbappé. Il a dit que c'était un problème qui était collectif, hein, qui n'était pas un problème Mbappé individuel. Voilà, il a dit que Mbappé, ça viendra. Il traverse une passe comme d'autres ont traversé. Ça va passer. Et ce qui le rend optimiste, surtout, il a dit, c'est que l'équipe va mieux et donc il pense que le reste va suivre. Autre point, il a dit que Raúl Asensio a été très bon sur les 3 matchs qu'il a disputés. Et on lui posait la question, il a dit que oui, Raúl Asensio est un prétendant à une place de titulaire, même quand les autres joueurs vont revenir de blessure. Donc ça, c'est une réponse qui est intéressante. Et par rapport au recrutement aussi cet hiver, bon, il a dit que c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de tendance à une volonté de recruter côté Real Madrid, mais il a dit que voilà, on verra dans un mois, 40 jours, on a 30 jours, 40 jours pour y penser d'ici l'ouverture du mercato et que des choses peuvent changer. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, notamment le fait que bah, des joueurs vont revenir de blessure.
On m'avait posé la question aussi hier en live Rota sur ma revue de presse à midi par rapport à Asensio. On m'avait demandé est-ce que tu penses qu'Asensio est devant Tchouaméni dans la hiérarchie en défense, parce qu'on sait que Tchouaméni est beaucoup utilisé en défense par Carlo Ancelotti quand il y a des soucis. Là, on pouvait imaginer sans trop de problème que retour de Tchouaméni va sans doute qui jouer en défense aux côtés de Rudiger. Bon, il y a ce Raúl Asensio qui est très intéressant. Est-ce que tu penses que dans la hiérarchie aujourd'hui, au retour de Tchouaméni, Raúl Asensio va continuer à être le titulaire? Alors à court terme, oui, il est devant Aurélien Tchouaméni au poste de défenseur pour la simple et bonne raison qu'on manque cruellement de milieu de terrain. Donc Aurélien Tchouaméni sera utilisé davantage comme un milieu de terrain, poste qu'il affectionne un peu plus que celui de défenseur central déjà dans un premier temps. Mais à moyen et long terme, je pense que si Raúl Asensio enchaîne ce type de match, oui, il sera devant Aurélien Tchouaméni. Ça semble assez certain parce que bah, c'est une position qui est plus naturelle, parce qu'il n'y aura pas de raison à ne pas lui donner de continuité. Donc je pense qu'il sera devant Aurélien Tchouaméni. Mais ça va dépendre évidemment de ses prochaines prestations. Tu vois, s'il foire contre Retafe demain, évidemment, chose qu'on n'espère pas, il foire aussi contre Bilbao, bah, peut-être que le doute va se réinstaller. On l'a toujours dit, le foot, ça va très très vite. Ouais, un coach, il a besoin d'assurance et s'il y a le moindre doute, forcément, un joueur de la Fabrica, il va avoir moins de confiance de la part de son coach qu'un autre joueur. Donc lui, entre guillemets, il n'a pas le droit à l'erreur. Je fais toujours des rapprochements avec le foot amateur, mais c'est un peu, tu vois, un joueur de l'équipe B qui monte en équipe première. Mhm. S'il est titularisé 2 fois, qu'il fait des bons matchs, qu'il enchaîne, ça peut aller. Il en chie un, il va vite dégager et on va avoir moins confiance qu'un joueur en qui on a confiance tout de suite. Bah là, c'est pareil. C'est un peu la même chose finalement. Donc à court terme, pour moi, il est devant parce que le Real a déjà besoin de Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain. Et à moyen et long terme, si les prestations sont ce qu'elles sont, je pense qu'il sera aussi devant. Et Aurélien Tchouaméni, lui, par contre, avec le retour de blessures d'Akamavinga et autres, il devra se refaire sa place, tout simplement. Mhm. Il y a Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne, qui a dit qu'il suivait, qu'il avait tout son contrôle, qu'il suivait Raúl Asensio depuis un moment déjà. Mytho ou pas? Ah bah j'ai commenté hein, sur notre post sur Twitter. Des menteurs, j'en ai vu, mais alors celui-là, il est exceptionnel. Franchement, j'ai jamais entendu quelque chose d'aussi mensonger que ça. Raúl Asensio, il a aucune sélection en équipe de jeunes espagnole. C'est-à-dire que Luis de la Fuente, qui a longtemps été chez les, notamment ces 8 dernières années, euh, bah, il l'a jamais pris. Et c'est lui qui en était responsable. Il l'a pas appelé une fois nulle part. En tout cas, il l'a pas conseillé une seule fois. Et il va me dire que Raúl Asensio, qui n'était pas un titulaire régulier du 18e de Détroit, il le regardait. Non, non mais les gars, un peu de sérieux. J'y crois absolument pas. Là maintenant qu'il est au Real Madrid, s'il enchaîne, son exposition fera qu'il aura des possibilités à être sélectionné. Évidemment, encore une fois, le football va très vite, mais jamais de la vie il l'a observé de quoi que ce soit. C'est un mensonge évidemment. Mhm. Quelle 11 tu veux voir demain face à Getafe? Alors, je vais donner le 11 que je pense que je pense sera mis en place par Carlo Ancelotti. Donc Courtois dans les buts, Mendy à gauche, Asensio, Rudiger, Lucas Vazquez à droite, au milieu de terrain Fede Valverde, Luka Modric, Dani Ceballos, Bellingham et devant Mbappé, Brahim Diaz, Rodrigo qui euh, qui démarre sur le banc et qui rentrera très certainement. Je vois Hendrick aussi rentrer et potentiellement aussi Arda Güler avoir également du temps de jeu. Petite piécette sur la titularisation de Fran Garcia sur le côté gauche. Pas impossible, ouais. C'est le seul petit doute que j'ai, en tout cas. Après, au milieu de terrain, ouais, Fede Valverde. J'aimerais bien avec Ceballos. Valverde plus Mhm. Ceballos plus Bellingham. J'aimerais bien ça. Modric, c'est vrai qu'il sort d'une belle performance. Enfin, en tout cas, notable, enfin correct. Enfin, c'est Liverpool, c'est vraiment pas le premier sur lequel on taperait. Donc, oui, ça mérite plutôt de la continuité. En plus, si tu mets Ceballos plus Modric plus Bellingham, normalement, tu as de quoi bien tenir le ballon et trouver des solutions de passe. En tout cas, tu as un peu de créativité là-dedans. Et puis devant, c'est vrai que. Après, je parle d'un milieu à 4 parce qu'effectivement, comme toi, j'imagine pas une titularisation de Rodrigo. Je pense pas que Carlo le fera et je pense pas qu'il faille le faire parce que bah, Rodrigo, on l'a déjà dit, hein, il revient de blessé et puis reblessé. Pas prendre de risque, ouais. Faut prendre vraiment absolument aucun risque.
Voilà, tu lui laisses 15-20 minutes au mieux si on a besoin de lui. Limite, si on n'a pas besoin de lui, c'est peut-être même encore mieux de le préserver encore, quelques jours de plus. Puis Hendrick, ouais. Mais moi, ce que je veux surtout sur ce match, ce sont des changements. Voilà, il faut qu'à la 70e minute de jeu, tu aies Hendrick sur le terrain, que tu aies Arda Güler sur le terrain. Voilà, faut que ça bouge là. Il faut du changement parce qu'on l'a Faut dit. investir, il faut investir tout le monde, ouais, totalement, déjà ça. Oui, puis on a un calendrier de zinzin là qui De arrive. dingue. Jusqu'au 20, je sais jamais si c'est le 21 ou le 22 qu'on joue contre Séville. Peu importe, décembre. Mais là, en l'espace de 21, 22 jours, on va enchaîner 7 matchs, 5 matchs à Match. l'extérieur, notamment un voyage pour la Coupe intercontinentale. Là, faut préserver au maximum et en plus concerner un La maximum Coupe de joueurs. intercontinentale? Ouais, la finale, le 18, là. C'est pas intercontinental? Ah, alors là, tu m'en apprends une. On est Si, la le Coupe 18. intercontinentale. On a joué la Super Coupe d'Europe contre l'Atalanta. On a Ligue des Champions. Non, Attends. c'est la Super Coupe, tu veux dire. Oui, Et la encore, Super même pas. Coupe. C'est en janvier en plus. C'est le 9 janvier. Non, non, il n'y Non, a pas non, de Coupe non, 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 intercontinentale. non. Coupe du monde des clubs, FIFA, le 18 décembre. Si, si, Mais si. non, mais la Coupe du Monde des clubs, elle est du coup en. C'est autre chose. Et en fait, l'ancien format de la Coupe du monde du club où tu jouais deux matchs, un ou deux Mais moi, matchs j'ai pour. rien dans le calendrier du Real. Ah bah si, ah si, je te confirme. 18 décembre, Coupe du monde des clubs FIFA, Real Madrid contre adversaire à connaître. Et ça se joue au Qatar ou en Arabie, je sais plus. Je sais plus. Mais Alors si, ça, si. tu m'apprends. Vous voyez, les gars, c'est pas du direct, mais c'est tout comme. Alors là, tu m'apprends quelque chose. Alors là, j'apprends quelque chose et ça me surprend énormément. Mais bref, ok, un match de plus, du coup, ouais. Et un voyage de plus. Parce qu'en plus, il va falloir voyager. Donc voilà. Mais tu vois, si je peux me permettre un deuxième petit 11, une petite alternative, Tom, Vas-y. peut-être parce que Carlo Ancelotti est toujours surprenant, même si j'y crois pas. J'enlève Luka Modric, qui a quand même déjà démarré le match, et je mets Hendrick, 3-4-3-3, Mbappé, Hendrick, Brahim Diaz et Bellingham, Valverde, Ceballos. Je mets une petite piécette, on sait jamais. Si jamais il est mis, je l'aurais dit ici. Bah, je vais mettre honnête avec toi. C'est au début, parce qu'au début, c'est vrai que je suis parti. Bon, je suis parti là plutôt sur le 11 attendu. Mais sur le 11 que je souhaitais moi voir, j'avais noté Henrik aussi. J'étais parti sur un 4-3-3 avec Ceballos, Valverde, Bellingham au milieu de terrain et Brahim Diaz à droite, Mbappé à gauche et Hendrik dans l'axe. Donc j'aimerais bien aussi Ok, une attitude de Hendrik, ça serait pas mal donc à je te suis. domicile. Je te suis, mais bon, j'y crois pas trop. Donc, mais espérons, espérons. Ouais. Bon, merci Rota, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Passez un bon week-end, prenez soin de vous. Dites-nous aussi vous le 11 que vous souhaitez voir par ailleurs demain. Sur ce, on se retrouve dimanche midi pour la petite revue de presse avec moi en direct sur YouTube et puis après le match aussi pour le débrief. Le débrief. Allez, ciao! Ciao.